quand on commençait les vacances, pour les petits gars du village, les jeunes du village, eux autres, les vraies vacances commençaient, mais nous autres, notre travail des mineurs commençait. Il reste encore des patates à remplir dans l'entrepôt. Fait que là, on rentrait, nous autres, le 25 de juin, nous autres, on était dans l'entrepôt, puis on rentrait dans l'entrepôt, puis il faisait noir là-dedans. Puis là, on écotonnait les patates une par une, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de système de réfrigération. Fait qu'au mois de juin, les patates étaient poussées dans l'entrepôt. Ça, c'est quelques années plus tard, par exemple. Mais ça, je me rappelle, ça, c'est comme si c'était hier. Là, on rentrait là-dedans, puis quand on sortait, là, quand ça faisait... Puis ça, on écotonnait ça, les patates, une par une. Puis là, on mettait ça dans les sacs de papier. Puis je me rappelle, papa, il nous laissait prendre un break à 10 heures. Puis on sortait dehors à chaleur. Puis là, on sortait dehors. Là, puis le soleil était fort. On avait de la misère à s'ouvrir les yeux. Fait que là, c'était une autre anecdote, ça, du début de nos vacances quand on était jeunes. Puis ça, tantôt, il y avait la photo avant. Ça a été un changement majeur parce qu'on le voit, là, regardez, les patates sont pleines de tiges, là. Si on le voit comme il faut, là. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois. Ça fait que parce que je l'ai vécu. Ça, là, ça a été un changement majeur. Ça, c'était une brosseuse à patates. Ça, là, c'était une machine, puis ça, tu n'avais plus besoin de les écotonner. Puis ces patates sortaient belles de ça. Ça, c'est Monsieur Joe Savard avec Alfred, puis le Fernand. Fernand, on cherchait le mot, là, le nom l'autre jour. Ben. Ça, là, on passait, nous autres, pas toutes nos vacances, mais une bonne partie de nos vacances, là, c'était un carré. Ça avait 10 par 10 par 10, ça avait 600 poches de patates là-dedans. Puis ça, là, je te dis, quand les patates étaient belles, puis qu'on était capable d'emplir un carré dans une journée, on était plusieurs, là, on était peut-être 7-8 là, à la main, là, on pouvait emplir ça dans une journée. Tu sais, quand on n'y avait pas de trière, quand les patates étaient bien belles. Mais je te dis, quand les patates étaient poussées, là, mais on trouvait toujours le petit côté plaisant. On se faisait des tunnels. Parce que ça ne déboulait pas, ça, quand c'était lacé comme ça. Tu sais, ça fait que là, on se faisait des trous en dessous du carré, là, puis là, on se trouvait tout le temps quelque chose pour rendre ça agréable. Fait que là, c'est là qui se rendait le plus loin sans que ça déboule. Fait que là, ouais. Mais ça a changé notre vie, ça, cette machine-là. Là, je me rappelle encore comme si c'était hier. Là, ça a changé notre vie, ça. Fait que ça, c'est mon enfance. C'est ce que j'ai vécu, là, peut-être aller jusqu'à 12-13 ans. Là. J'ai vraiment connu le début là, de la commercialisation, là, un petit peu plus à grande échelle de la Péribonca. Fait que là, on va aller... Ça, c'est ma jeunesse. Peut-être aller à 15-16 ans. Là. Ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Ça, c'est l'agriculture. Ça, c'est la production de la pomme de terre aujourd'hui. Ça, c'est tantôt, c'est une étape, ça, c'est peut-être mêlé un petit peu. Ça, c'est l'étape de la plantation. Ça, c'est une planteuse à 4 ans. Aujourd'hui, dans le commerce, il se fait au double de ça. Il se fait jusqu'à 8 rangs. Ça, c'est une planteuse à 4. À Péribonca, il doit en avoir une ou deux de 6 rangs. Ouais. Ça, c'est une étape de la production, de la récolte. Ouais. Avant, dans le temps de ma mère, on voyait tantôt, là, pour vous donner un ordre de grandeur, là, dans le temps de mes parents, tu récoltais dans une automne à 12 personnes. Là, dans une automne, ce que tu récoltes aujourd'hui dans une avant-midi. En étant assis dans des tracteurs avec climatisés, pas de poussière, les radios cellulaires, tout ce que tu peux y penser, c'est le GPS. Ça n'a aucune commune mesure. Là, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, c'était plaisant dans ce temps-là quand je voyais mes parents germer des patates à la main. Ça, c'est une étape de l'entreposage. Ça, c'est une autre étape. Ça, c'est au tout début, ça. Si on recule un petit peu dans le temps de nos parents, si on va la laisser, cette photo-là, dans le temps de nos parents, des années 60, les semences étaient achetées, souvent les semences étaient achetées de l'extérieur. OK, ça pouvait venir du Nouveau-Brunswick, ça pouvait venir du Bas-Saint-Laurent ou de l'île du Prince-Édouard. Les semences pour renouveler, là, parce que tu ne peux pas semer des pommes de terre année après année, parce qu'il y a gros de monde qui disent « Ah, elle dégénère ». Tu sais, le monde dit souvent ça, ça dégénère.
Tu sais, c'est pas vrai que ça dégénère, parce que c'est du clonage, ça ne dégénère pas, mais souvent, c'est pas ce qui arrive, c'est que quand tu laisses ça trop en présence des insectes, les maladies à virus se mettent dedans, puis ça amène des baisses de rendement, puis c'est pour ça que le monde dit que ça dégénère, mais c'est pas. Tu ne peux pas semer des patates là, pendant 10 ans de suite dans la nature, sans protection. Ça amène des baisses de rendement, des taux de virus, puis tu sais, les maladies font. En tout cas, toutes sortes de maladies, si tu ne peux pas. Fait que, v'là 30 ans, les producteurs faisaient venir des semences de l'extérieur. Mais aujourd'hui, à Péribonka, depuis plusieurs années déjà, là, il se fait de la pomme de terre de table, il se fait de la pomme de terre de semence. Mais le problème, c'est que faire venir des semences de l'extérieur, il y a un danger de contamination. C'est dangereux de faire venir, parce que nous autres, ici, on a une protection naturelle qui est peut-être un petit peu moins vraie aujourd'hui avec tout le va-et-vient, mais on essaie de la garder quand même. On a une région, on est une région nordique, puis le va-et-vient est tout de même assez limité. Fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des producteurs, on s'est donné des moyens de produire nous autres mêmes nos semences. Tu sais, pour ne pas avoir besoin de se faire venir des semences de l'extérieur, on s'est donné les moyens. Fait que ça, c'est une étape d'une multiplication, on appelle ça la multiplication in vitro. Avant, on faisait venir des semences en sac. Aujourd'hui, ce qui arrive à Péribonka, peut-être 100 ans après, les semences arrivent dans des éprouvettes. C'est ce qui arrive à Péribonka. Il n'arrive aucun sol. Ça arrive dans des milieux stériles en éprouvette. Ça, c'est une étape un petit peu avant, là. Ça, c'est des hottes aseptiques. Ça, c'est la propreté d'un hôpital, ça. Tu sais, il n'y a aucun... tous les micro-organismes, c'est tout filtré dans des... Il y a tout un courant d'air là-dedans, puis c'est tout stérilisé, c'est tous des couteaux stériles, c'est pratiquement des couteaux de chirurgie. C'est tout chauffé à rouge. Puis là, on multiplie les premières étapes de multiplication, c'est tout multiplié dans des éprouvettes comme ça. Après ça, on va aller à l'autre photo. Ça, c'est une autre étape. En serre, c'est tout en milieu artificiel. Il n'y a aucun terreau là-dedans. Il y a différentes manières de produire des semences, mais ça en est une. C'est une pomme de terre qui est produite sans sol. Il n'y a aucun sol pour éviter toute contamination. Fait que c'est des liquides, c'est tout géré par ordinateur, puis c'est tout des liquides, tous les nutriments que la plante a besoin, c'est tout emmené par liquide, puis la plante absorbe ces éléments, puis après ça, elle fait ses tubercules complètement, il n'y a pas de terre. On crée un milieu ici, là, qui représente le sol. Puis elle fait des pommes de terre, la plante, elle pense qu'elle est dans la terre, elle. Puis elle fait ses patates au niveau aérien. Puis les pommes de terre sont récoltées, ils poussent de façon aérienne. Parce que la pomme de terre, c'est pas une racine, c'est une tige qui pousse dans le sol. C'est pas une carotte, c'est une racine, mais une pomme de terre, il appelle ça un stolon. Puis le stolon, à un moment donné, il se met à gonfler. Mais ce stolon-là, il est tout le temps dans le sol. Mais tu es capable en reproduisant des conditions comme le sol, tu es capable d'y faire développer des patates en dehors du sol. Fait que ça, ça nous permet aujourd'hui, à Péribonka, on n'importe plus de pommes de terre. Les pommes de terre qui sont produites à Péribonka, les premières souches sont toutes produites à Péribonka. Il y a deux complexes de production de semences de base. Il y en a une au musée Mère-Chapdelaine. Il y a un nouveau complexe de serre. Ce n'est pas cette méthode-là, mais c'est similaire. Ils produisent dans des terreaux artificiels. Puis ça, c'est une autre méthode là, qu'on a à notre ferme. Ça, c'est un autre type de production. Ça, c'est tout. Ça, c'est une autre étape. Aujourd'hui, quand on parlait de sol sableux, souvent, avant,
aujourd'hui, le secteur de Péribonka, il est développé à 200%. Il n'y a plus de possibilité d'expansion. Puis depuis plusieurs années, à peu près toutes les fermes de Péribonka sont rendues dans le secteur de Sainte-Marguerite, Sainte-Jeanne-d'Arc. Sainte-Marguerite-Marie appartiennent pratiquement, le territoire de Sainte-Marguerite appartient pratiquement tout à des producteurs de Péribonka. Puis dans le secteur de Sainte-Marguerite, c'est à peu près le même terrain que les frères Saint-Régis avaient, là. C'est des sols qui sont bons pour la pomme de terre, mais c'est tellement sec, il n'y a pratiquement pas de matière organique. Puis idéalement, à Sainte-Marguerite, partout où les champs le permettent, là, on fait de l'irrigation artificielle. On pompe de l'eau dans la rivière Mistassini. C'est tout un système c'est tout un système d'arrosage automatique ou semi-automatique. Il y en a à Péribonka aussi. Il y a d'autres types d'irrigation à Péribonka. Mais les terres à Péribonka ont moins besoin, souffrent moins de sécheresse. C'est des loams qui sont plus lourds, puis ils retiennent plus l'eau. Mais à Sainte-Marguerite, idéalement, là, mais c'est pas toujours. Ça, aujourd'hui, quand j'étais jeune, on arrosait les patates, je me rappelle, on arrosait les patates, on en a parlé un petit peu tantôt, puis on arrosait, c'est 6 rangs à fois. Puis pendant plusieurs années, on s'est servi de l'avion, peut-être pendant 25 ans, en arrosant un avion. Ça nous permettait de ne pas voyager dans le champ, de ne pas briser les fans, de ne pas faire de compaction. Mais c'était une méthode d'épandage qui était contestée. Il y a gros de monde qui n'aimait pas ça. C'était bruyant. Souvent, il fallait appliquer ça le matin ou tard le soir. Puis c'était contesté. C'était une belle méthode d'épandage, mais après ça, à un moment donné, c'est une des méthodes modernes là, d'application. C'est des méthodes d'épandage qui peuvent s'apparenter un petit peu à l'avion avec des faibles quantités d'eau. Puis c'est des pulvérisateurs qui sont quand on voit ici, là, c'est tout contrôlé par GPS. Tu n'as pratiquement même pas besoin de conduire. Ça arrose à haute vitesse, puis ça met des faibles quantités d'eau. Bonjour tout le monde. Je me présente Daniel Simard. J'ai été à l'emploi de la coopérative pendant 14 ans, de 1992 à 2006. Alors, je vais faire une rétrospective sur les 27 dernières années, soit depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, donc 37 ans et non 27. Alors, je vais essayer de vous raconter en 15 minutes mes 14 ans que j'ai vécu là-bas, et un peu avant et un peu après. Alors, je vais vous parler en 3 mouvements, soit l'évolution de la production et de la pomme de terre en général. Ensuite, la commercialisation de la pomme de terre de table, la commercialisation de la pomme de terre de semence. Alors, pour commencer, la coopérative a plus de 35 ans d'expérience. Il y a 5 fermes présentement aujourd'hui de pommes de terre de semence, 2300 acres de culture de pommes de terre de semence certifiées. À noter que ce chiffre a beaucoup été bonifié, comme Martial le mentionnait. On a vu des 15 hectares en 1950. Puis, quand j'ai rentré à l'emploi de la patate Lac-Saint-Jean, c'était 1200 acres. Et aujourd'hui, c'est 2300. Mais ça l'a déjà été jusqu'à 3000 acres. Alors, à Péribonka comme tel et Sainte-Marguerite-Marie, on parle environ de 3000, 3300 acres de pommes de terre. Toutes certifiées semences. Alors, il y a commercialisation aujourd'hui, c'est 45 variétés. Ça, c'est quelque chose. C'est tout qu'un... Moi aussi, je vais devenir émotif parce que ça a frappé beaucoup mon temps, ça. Alors, je vais en revenir là-dessus un petit peu plus tard. Alors, c'est 45 variétés de pommes de terre de semences. Exportation à travers le Canada et sur la côte est américaine. Également, je vais vous en parler de plus en plus. C'est un petit tableau aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Partenariat avec plusieurs universités canadiennes et américaines, partenariat avec plusieurs organisations internationales. Alors, aujourd'hui, la production de pommes de terre, si vous voulez, c'est 1200 vannes de 52 pieds, environ 53 pieds. Ce qui représente peut-être, en nombre de 10 livres, c'est 10 200 000 10 livres.
Alors, c'est beaucoup de sacs d'emballage. Alors, la pomme de terre de table, ça s'est fait en plusieurs mouvements chez la coopérative. Alors, le plus grand saut, comme Martial l'a mentionné, c'est en 1979, quand ils ont fondé la coopérative. Alors, c'était un travail ardu, j'en suis sûr, parce que même dans mon temps, les réunions finissaient jusqu'à minuit et demi. Alors, je m'imagine au début, quand ça a commencé, ça devait finir plus tard des fois que minuit et demi sûrement. Alors, ensuite, un des gros virements de Péribonka, c'était vraiment cette force-là des producteurs de se regrouper. Il y avait un élan très fort. Et je vous dirais que même ils ont été les instigateurs d'un mouvement provincial. Alors, ils ont commencé vraiment là, avec l'expertise qu'ils ont montée à se voter des lois communes, des règlements communs en respect de chaque ferme, de monter cette entreprise-là pour ensuite la pousser plus loin, soit pour créer la patate Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1983 environ. Alors, ils ont réussi à rejoindre les producteurs de Saint-Ambroise parce que leur objectif, c'était encore plus de créer une masse pour, en fin de compte, réduire les offrants. Parce qu'il y avait beaucoup d'acheteurs dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de petits commerçants, des courtiers, le marché central à Montréal. Vous aviez beaucoup d'acheteurs. Donc, il y avait un besoin de regrouper l'offre pour obtenir un meilleur prix. De là, les producteurs de Péribonka ont été les instigateurs de ce mouvement-là provincial. Donc, ils ont créé la patate Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et de là, la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, qui est sous le chapeau de l'UPA, trouvait ça très intéressant. La Fédération des producteurs de pommes de terre s'est intéressée à ce mouvement-là qui était incité par les producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont Péribonka était l'instigateur, comme je vous mentionnais. Et puis, eux autres ont décidé que c'est un très beau modèle pour toute la province. Puis d'ailleurs, les gens de Péribonka, c'est eux autres mêmes qui ont pris l'initiative d'aller rencontrer la Fédération des producteurs pour essayer justement que chaque région du Québec s'organise comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont su créer. Donc, la Fédération a décidé, oui, on embarque là-dedans. Donc, ils ont créé Pomexpan, qui était situé à Saint-Romuald. Donc, ils ont décidé par le fait même d'acheter une entreprise qui était déjà présente afin d'emballer des pommes de terre à Saint-Romuald, mais en même temps servir le marché de la primeur. Parce que vous savez, au Québec, bon, on produit de la pomme de terre, mais souvent au mois de juin, mai, juin, il n'y en a plus. Donc, il fallait une façon de faire que nous autres, on s'occupe au Québec de la commercialisation en entier durant 12 mois. Donc, ils ont pu acheter des pommes de terre aux États-Unis qui sont plus près de tôt, au mois de mai, juin, juillet, août. C'est pour ça qu'on appelle ça la primeur. Ça commence souvent vers le Delaware, la Virginie, ces États-là, producteurs qui sèment au mois de février. Et ensuite, c'est l'Ontario. Puis après ça, c'est le Québec au mois d'octobre, septembre-octobre. Donc, c'est ça qui a pu mettre de l'emphase sur ce nouveau projet-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je pense que, je n'ai pas tout vu l'histoire, là, mais Martial, tu me le diras, c'est que c'est sûr que ce qui a mis un petit peu, c'est cette entreprise-là, finalement, a été mal menée par une personne peut-être trop visionnaire ou pas assez, je ne sais pas, mais elle a fermé ses portes finalement. Et les producteurs de Péribonka, Martial, tu le mentionnais, ça me revient, là, c'est que ce plan-là pouvait servir plus pour les producteurs de l'île d'Orléans et de la région de Québec. Puis finalement, les gens n'ont pas embarqué. Les producteurs n'ont pas embarqué des autres régions. Il y en a qui avaient leur marché, puis ça ne leur intéressait pas de se regrouper et faire l'effort de cela. Alors, c'est un peu comme ça. Je pense que ça s'est terminé, l'expérience de Pomexpan. Donc, c'est revenu après ça, patate Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, on revient, on s'est retiré vu la fermeture parce qu'eux autres, Pomexpan, ils faisaient la commercialisation de toutes les pommes de terre auprès des chaînes. Donc, c'était quasiment regroupé sous un seul chapeau.
Fait que là, finalement, ça s'est revenu de la patate Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis à un moment donné, bien, il y a des courtiers qui ont fait le jeu d'aller soutirer chez un producteur. Je vais te donner 10 cents de plus si toi, tu m'emballes 2 vannes de pommes de terre pour demain. Donc, c'est un peu comme ça que là aussi, ce marché-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'est implanté, ou cette façon-là de faire, de commercialiser ce qui s'est implanté, s'est effrité par des producteurs de Saint-Ambroise qui ont décidé de passer à côté du système. On en voit pas encore aujourd'hui, des gens qui passent à côté du système, là, mais je nommerai pas de nom dans la salle, inquiétez-vous pas. Donc, tout ça pour dire que finalement, Péribonka, vu cet effritement-là, s'est dit, bien, regardez, si ça ne fait pas, les gens ne sont pas capables de respecter les règlements, les lois qui ont été émises, bien, nous, on se retire dans notre coin et on décide que nous allons revenir au départ de commercer ici, par la coopérative, toutes les pommes de terre. Donc, c'est un peu l'histoire de cela. Maintenant, le centre d'emballage. Oui, je t'ai rendu là. Hein? J'ai sauté une étape, je pense. Non? Alors, le centre d'emballage, il y a une certaine évolution qui s'est faite au courant, surtout des années 90. On voit aussi la machine pour laver les pommes de terre, les essorés. Il y avait comme des éponges. Je pense qu'il y en avait 500 éponges là-dedans. Il fallait tout changer ça tous les 3 mois. Ensuite, il y avait l'emballeuse 16 têtes. Ça, c'était des balances qui faisaient qu'on pouvait soit décider de mettre 10 livres, 20 livres, pas le 50 livres. Mais malheureusement, cet équipement-là, à un moment donné, c'était vétus. C'était jamais au niveau du poids, puis on perdait du volume dans les sacs. Parce que si on était, le règlement stipulait qu'on devait mettre minimum 10 livres et demi, mais des fois, ça montait jusqu'à 11 livres. Parce que c'était pas précis. Donc, en 1997, avec M. Gabriel Bergeron, je pense qu'il y avait Ghislain Goulet, on est allé au Wisconsin pour aller visiter une entreprise qui faisait la vente d'un équipement hollandais. Donc, on voit ici cette machine-là, la Lockwood, de marque Lockwood. Alors, celle-ci nous permettait, moi puis Jean-Marc surtout, le père à Mario. Jean-Marc, c'était un fin calculateur. C'était un mathématicien hors pair. Alors, on s'était mis à faire un proforma, chose que j'ai appris de mon père, qui est ici présent. Alors, mon père trouvait toujours ça important. Daniel, il faut que tu fasses des proformas dans la vie. Fait que quand tu brasses des affaires, il faut calculer les choses. Fait qu'on avait calculé, moi et Jean-Marc, combien de poids on pouvait sauver avec cette machine-là qui était ultra précise au gramme près. C'était incroyable. Quand on a vu ça, on était surpris de cette technologie-là. Alors, on est allé au Wisconsin visiter l'entreprise qui distribuait cette machinerie-là, cette machine hollandaise. Donc, on est revenu, puis on a fait nos devoirs. Et puis, on s'est décidé d'investir, je pense que c'était 130 000 américains. C'était quand même une bonne somme d'argent à faire là, pour ça. Mais on savait qu'on allait la rentabiliser au bout de 3 à 4 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est à ça. Ensuite, il y a eu l'évolution. Écoutez, juste pour revenir un petit peu en arrière. Alors, ça, cette machine-là, c'est un palettiseur. Ça, c'est une création de Péribonka. Ça, c'était nous autres même, un employé, Stéphane Fortin, qui était le contremaître, qui est toujours contremaître aujourd'hui, a décidé que, parce que vous voyez, c'est des poches de 50 livres. Chaque jour, on faisait environ, là, dans des journées, là, on pouvait emballer 3 vannes de 50 livres. Et ça représente 3600 sacs. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à cette hauteur-là, pour des hommes, c'était difficile de faire 3 vannes par jour. C'était très difficile. On avait beaucoup de blessures de la CSST. On avait beaucoup recours à la CSST parce que nos employés se blessaient l'épaule, tendinite et tout. Donc, on a créé un palettiseur, c'est-à-dire que ça monte, c'est un monte-charge. Puis ici, il y a comme un lecteur optique, finalement, qui voit la hauteur des poches où ce que c'est rendu. Ça monte par un convoyeur au milieu, puis chaque côté, il y a une table. Il y a une table ici, c'est-à-dire qui roule, puis on mettait les pommes de terre ici, puis là, ça descend. La palette descend au fur et à mesure que ça se remplit. Puis après ça s'ouvre, puis on va chercher la palette. Puis quand c'est plein, bien, il y a l'autre endroit.
Fait que ça, c'était une très belle innovation chez nous. Ensuite, je suis rendu. Alors, c'est sûr que dans la pomme de terre de table, il y avait quand même, le marché était quand même limité. On était souvent face à 3 chaînes majeures qui ne nous donnaient pas beaucoup de jeux. Puis, il fallait le dire, on s'était fait, en laissant notre place à Patate-Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que le vendeur était à Saint-Ambroise. Donc, en revenant à Péribonka, on était encore un peu coincé au niveau de la commercialisation et de la vente. Il fallait refaire nos devoirs avec les chaînes, puis se montrer, puis aller les rencontrer, puis c'était quand même un travail ardu de déplacer. Il faut des fois que tu déplaces quelqu'un d'autre. Puis c'est quoi tu lui amènes pour déplacer quelqu'un d'autre? Fait que là, des fois, c'était pas toujours évident. Des pommes de terre, ça reste des pommes de terre. Mais on avait la chance, ici, on a des très bons sols à Péribonka, donc on faisait une qualité, pas de roche, pas de pierre, pas trop de maladies. Donc on faisait une bonne qualité puis une constance. Puis au courant des années 90, alors nous autres ici, à Péribonka, notre spécialité, c'était la supérieure. Hein, je vous parlais qu'il y avait 46 variétés, mais la variété principale qui a mis Péribonka sur la map, c'est sa qualité de cette variété-là qui est la supérieure. Tu peux revenir un petit peu avant? Juste un petit peu. Oui. Mais dans les années 90, les chaînes d'alimentation, parce qu'il n'y a pas juste nous autres à Péribonka qui produisent une bonne qualité, les autres régions produisent aussi, puis c'était des variétés blanches, rondes. Mais vu l'état des fois de vieillissement, parce que nous, on a une saison courte, on a la chance d'avoir cette saison-là qui nous permet juste bien de récolter la pomme de terre à sa maturité physique. C'est-à-dire que c'est une variété qui demande 90 jours de croissance, il ne faut pas l'arracher à 120 jours. Alors nous, on avait cette caractéristique-là que le climat nous permettait, nous restreignait avec cette variété-là à la récolter au bout de 90-110 jours, mettons.